Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration approfondie. L'analyse d'aujourd'hui, elle s'attaque à un sujet qui est absolument fondamental quand on s'intéresse à l'évolution de l'organisation du travail Absolument. et à la gestion des ressources humaines et même de manière plus large à la façon dont nos sociétés conçoivent la notion même de performance. Le thème du jour, c'est les méthodes d'intégration du handicap en entreprise. C'est un vaste programme. Ouais, un très vaste programme. L'objectif pour les personnes à l'écoute, c'est vraiment de décortiquer ces mécanismes, d'aller bien au-delà des discours habituels et de comprendre ce qui fonctionne véritablement sur le terrain, dans la réalité quotidienne des équipes. Et pour accomplir cette mission, il faut dire que la documentation qui sert de base à notre analyse aujourd'hui, elle est particulièrement pointue. Ah oui, complètement. Nos sources, elles proviennent directement d'une entreprise experte vraiment pionnière en la matière qui s'appelle Andiref. Andiref, oui. Et l'objectif très spécifique de notre décryptage, c'est de mettre en lumière un segment précis de leur formation, à savoir le module 2 de la semaine 1 de leur célèbre Bootcamp politique handicap. C'est ça. D'ailleurs, dès l'ouverture de nos dossiers, je remarque que le décor virtuel du studio a déjà pris le pli de notre thématique pour refléter cette plongée au cœur de la mécanique des entreprises, non? C'est tout à fait exact, ouais. Le cadre visuel a effectivement changé pour s'adapter au sujet. Au lieu de nos traditionnelles étagères de bibliothèque ou de nos ambiances un peu feutrées habituelles, on peut observer aujourd'hui en toile de fond des grands engrenages organisationnels en mouvement. Hmm, Des diagrammes complexes de flux de travail. Et ce qui ressemble à des plans d'architecture d'entreprise. ça pose le décor. Voilà, l'idée derrière ce choix visuel, c'est d'ancrer dès les premières secondes de notre discussion une réalité essentielle. C'est qu'avec les sources de Handiref, on n'est pas face à un sujet médical. Non, c'est clair. On n'est pas non plus dans une pure démarche de charité ou de bon sentiment. On parle véritablement d'ingénierie du travail, de structure organisationnelle, de processus managériaux et d'ergonomie des systèmes. Le handicap au travail, tel qu'il est abordé dans ce fameux module, c'est d'abord et avant tout une question d'organisation. Ok, décortiquons ça. Parce que en plongeant dans ce module 2 de la première semaine du bootcamp d'Andiref, on est immédiatement confronté à une distinction conceptuelle majeure. Une vraie fracture même. C'est ça, la formation exige de ses apprenants qu'ils intègrent un changement de paradigme fondamental dès le départ. Il s'agit de comprendre la différence, ou plutôt le gouffre, qui sépare l'intégration de l'inclusion. Tout à fait. Parce que pour une audience de professionnels des ressources humaines ou du management, ces termes ils sont connus. Dans le langage courant ou dans les plaquettes de com, on utilise presque systématiquement ces deux mots comme de parfaits synonymes. On parle de politique d'intégration ou de politique d'inclusion sans vraiment faire le distinguo. Ouais, on les interchange tout le temps. Voilà. Mais selon les sources qu'on a sous les yeux aujourd'hui, c'est une erreur magistrale de les confondre. Il s'agit en réalité de deux visions du monde professionnel qui s'opposent radicalement. Et c'est une opposition qui structure non seulement ce module, mais, disons, toute la philosophie analytique de Handiref. Si on se penche sur l'histoire récente du monde du travail, l'intégration, ça a été le modèle dominant. C'était la norme absolue depuis des décennies. Oui, c'était le standard. Exactement. L'intégration, concrètement, c'est une logique qui consiste à ouvrir les portes de l'entreprise pour accueillir une personne en situation de handicap. Ce qui, en soi, on va pas se mentir, était déjà vu comme un progrès à une certaine époque. Bien sûr. Mais, et c'est là que le bât blesse, on accueille cette personne en lui demandant de s'insérer dans un environnement de travail qui a été conçu, pensé et optimisé pour des profils considérés comme standards. Donc le fameux moule standard. C'est le moule, oui. Dans ce modèle, l'entreprise en tant qu'entité, elle bouge pas. Ses processus restent parfaitement identiques. L'organisation du travail, les outils mis à disposition, les logiciels, les rythmes de production, tout ça, ça reste figé. Le message implicite de l'intégration, en gros, c'est « on vous fait une place, à vous de vous y adapter D'accord, mais on pourrait facilement jouer l'avocat du diable ici. ». Vas-y. Une grande partie de la culture d'entreprise, ça repose sur l'idée qu'un nouveau collaborateur, il doit s'adapter à la culture et aux méthodes de la boîte qu'il embauche. C'est vrai. C'est presque la définition même du professionnalisme, de savoir s'adapter à son environnement, non? Pourquoi nos sources, elles insistent autant sur le fait que ce modèle standard, qui part souvent d'une bonne intention des recruteurs, finit inévitablement par créer de la souffrance? Parce que l'adaptation qu'on demande ici, elle dépasse de très loin la simple acculturation aux valeurs d'une entreprise. Les documents d'Andiref sont extrêmement clairs sur les conséquences de cette méthode d'intégration classique. C'est-à-dire? Ils décrivent un coût invisible, mais absolument colossal, qui est supporté par le collaborateur.
Imaginons la charge mentale et physique. Il y a d'abord une fatigue accrue au quotidien. Le salarié concerné doit puiser en permanence dans ses propres réserves d'énergie pour compenser les lacunes d'un environnement inadapté. Inadapté à ses besoins physiologiques, sensoriels ou cognitifs, ouais. Voilà. Ensuite, le document mentionne un fort sentiment d'isolement. Un isolement qui est souvent accompagné d'une incompréhension totale de la part des collègues ou même de la hiérarchie. Eux, ils perçoivent pas cette lutte invisible. Ben non, parce que l'environnement leur convient, eux. Exactement. Ils voient juste quelqu'un qui semble peut-être, disons, plus lent ou plus fatigué, sans comprendre que l'environnement même est un parcours du combattant pour cette personne. Le résultat de cette équation, malheureusement, c'est très souvent l'épuisement professionnel, l'absentéisme et la rupture du parcours. Et justement, pour bien faire passer ce concept et valider les acquis de la semaine 1, le bootcamp Andiref utilise un format de questionnement très pertinent. Ce sont des sortes d'exercices de réflexion qui sont appelés des défis éclairs. Ah oui, les fameux défis éclairs, c'est très bien fait ça. Et l'un de ces exercices, c'est le défi éclair numéro 8. Il pose une question qui pousse vraiment à la réflexion sur cette notion de charge mentale. Il demande très précisément, dans une logique d'intégration classique, sur qui repose l'effort principal d'ajustement. Et la réponse à cette question, elle confirme toute la faillite du système classique. La réponse, c'est l'individu. Ouais, tout repose sur lui. L'effort principal, cet effort massif et quotidien, il repose entièrement sur les épaules du salarié en situation de handicap. C'est lui qui doit s'insérer dans ce cadre rigide. C'est lui qui doit absorber toutes les frictions générées par l'inadéquation entre ses capacités et un environnement pensé sans lui. C'est un système qui épuise l'humain pour préserver la machine, en fait. Exactement. Il épuise les ressources humaines individuelles dans le seul but de préserver le système organisationnel intact. Tu sais, pour illustrer cette dynamique de façon très concrète, on pourrait filer une analogie assez parlante. Je t'écoute. C'est exactement comme si une entreprise demandait à un collaborateur de venir travailler tous les jours en chaussant des souliers de taille 38, alors que sa pointure réelle, inchangeable, c'est un bon 42. Aïe. Voilà, on l'accueille avec le sourire, on lui donne le poste, on lui montre son super bureau, mais on refuse catégoriquement de changer la chaussure, parce qu'on lui dit « c'est la chaussure standard de l'entreprise, tout le monde porte celle-là ». Tout le monde a la même chose pure. C'est ça. On exige de lui qu'il replie ses orteils, qu'il supporte la douleur silencieusement toute la journée pour pouvoir marcher dans les couloirs au même rythme que les autres. Et le cynisme absolu de ce modèle, c'est que la direction finira par convoquer ce salarié pour s'étonner de sa baisse de performance. Ou s'étonner du fait qu'il boite. Exactement. Ou s'étonner de ses arrêts maladie répétés à cause des blessures. Dans ces modèles d'intégration pure, on remet en question la volonté du marcheur, mais on pense jamais, à aucun moment, à remettre en question la taille de la chaussure. C'est d'une analogie qui est un peu cruelle, mais elle est d'une précision redoutable pour illustrer le propos de la formation. L'intégration, c'est exiger de l'individu qu'il rentre dans le moule, sans jamais que la direction ne se pose la question de la pertinence de ce moule lui-même. C'est un héritage très fort de l'ère industrielle. Où le travailleur devait s'adapter à la machine. Oui, mais dans une économie moderne, basée sur la singularité des compétences, c'est un non-sens total. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que le module 2 du bootcamp Andiref, heureusement, il ne s'arrête pas à ce simple constat d'échec du modèle classique. Il utilise cette démonstration pour justifier un basculement complet vers la stratégie de l'inclusion. Le fameux basculement. Ouais. D'ailleurs, un autre défi éclair, le numéro 7, si on suit la progression, souligne l'importance cruciale de ce basculement. On y apprend pourquoi ce passage de l'intégration à l'inclusion est défini non pas comme une bonne action, mais comme un axe éminemment stratégique pour une organisation. Les sources insistent lourdement là-dessus. C'est pas juste un élément de langage. Non, c'est pas du handy-washing linguistique pour soigner une image de marque ou remplir un rapport RSE. Exactement. En m'appuyant sur l'analyse de Andiref, je relève que l'inclusion, elle est qualifiée de véritablement stratégique parce qu'elle modifie radicalement, à la racine, la méthode même dont l'entreprise organise le travail, pense ses infrastructures et gère l'ensemble de ses ressources humaines. C'est un changement de posture, en fait. Complètement. Dans une approche inclusive, l'entreprise se contente plus de faire vaguement de la place pour accueillir quelqu'un avec bienveillance, elle adopte une posture d'ingénierie. Elle adapte proactivement l'organisation pour garantir que le parcours professionnel puisse être performant. On renverse la charge de l'adaptation. On passe d'un système passif, qui filtre par l'épuisement, à un système actif qui favorise l'expression du talent.
Et ce renversement philosophique, il est très clairement matérialisé dans le défi éclair numéro 9 de la formation, qui aborde la question du changement de cible. La question soumise à la réflexion, elle est très directe, c'est selon l'approche inclusive détaillée dans la semaine 1, sur quoi l'entreprise doit-elle agir en priorité pour réduire les situations de handicap au travail? Ce qui est fascinant ici, c'est l'inversion totale de la perspective managériale. La réponse validée par la source, c'est plus l'individu. Ce n'est plus l'individu. L'entreprise inclusive, elle cible absolument plus les caractéristiques physiques, sensorielles ou médicales de son salarié. Elle intègre le fait que la dimension médicale, ça relève de la sphère privée, c'est pas son périmètre. Alors c'est quoi la cible? La cible prioritaire, le vrai chantier sur lequel l'organisation a la légitimité d'agir, ce sont les obstacles environnementaux. Ce sont les processus de travail rigides. C'est l'environnement qui est considéré comme défectueux et qui doit être réparé. C'est pas la personne. L'objectif, c'est d'auditer l'entreprise pour identifier ses barrières et les démanteler. C'est une vision réparatrice du système et en aucun cas une volonté de réparer l'humain. On saisit parfaitement l'élégance du truc. C'est intellectuellement très satisfaisant. Mais pour faire vivre la contradiction, il est légitime de se demander comment ça se traduit sur le terrain. Oui, la réalité opérationnelle. C'est ça. Une fois qu'on a posé ces grands principes, comment cette inclusion se matérialise au quotidien? Est-ce que ça risque pas de coûter une fortune aux entreprises de devoir tout adapter par défaut? C'est souvent la crainte. Pour un service RH, pour des managers confrontés aux impératifs de rentabilité, à quoi ça ressemble concrètement? Une section du module s'attaque à ça, notamment à travers le défi éclair numéro 10, qui questionne ce qui devient la nouvelle norme concernant les aménagements de poste. C'est la préoccupation numéro 1 des directions financières, et le module y répond de manière très pragmatique. Sur la question du coût, l'approche inclusive démontre que l'improvisation coûte infiniment plus cher qu'une politique structurée. L'improvisation coûte cher, oui. En reprenant les conclusions de Handiref, on constate que le changement de paradigme se traduit par une normalisation absolue des procédures d'aménagement. Dans une organisation vraiment inclusive, les aménagements de poste, que ce soit du matériel ergonomique, des logiciels numériques ou de la flexibilité horaire, c'est plus du tout perçu comme des exceptions douloureuses. C'est pas des faveurs, quoi. Voilà, c'est pas des privilèges accordés au compte-gouttes. La documentation est sans équivoque. Les aménagements deviennent des outils normaux, banalisés, de gestion du travail. C'est dédramatisé, c'est devenu un acte de management extrêmement standard, un peu au même titre que commander des fournitures de bureau en fait. C'est tout à fait ça. L'aménagement intègre la boîte à outils normale du manager. Fournir un logiciel de synthèse vocale ou adapter une plage horaire, c'est ni plus ni moins que de fournir l'infrastructure adéquate pour qu'un collaborateur puisse produire de la valeur. C'est un investissement direct dans la performance. On ne se pose pas la question de savoir si fournir un ordinateur puissant à un développeur, c'est une faveur. On considère que c'est l'outil requis. L'entreprise inclusive applique cette même logique rationnelle à la compensation du handicap. Mais instaurer cette normalité au quotidien, ça exige une transformation interne majeure, surtout dans des entreprises historiques avec des processus très lourds. Et c'est l'objet du défi éclair numéro 11, qui identifie la clé du changement. Un point essentiel. Ce défi interroge sur ce que cette nouvelle approche exige des acteurs de l'entreprise. Qu'est-ce qui doit changer, fondamentalement, pour passer à l'inclusion opérationnelle? La solution mise en avant par Handiref, elle met le doigt sur un mal chronique de beaucoup d'organisations. L'improvisation permanente. Le fameux cas par cas. La clé absolue du changement, c'est que l'entreprise doit impérativement sortir de la gestion au cas par cas. Gérer le handicap au cas par cas, c'est s'en remettre au hasard des affinités. C'est l'assurance d'un traitement inéquitable et l'épuisement garanti de tous les acteurs. Donc il faut un cadre. Il faut remplacer la bonne volonté individuelle, qui est fragile, par des processus institutionnalisés, fluides et connus de tous. C'est une notion vitale. Et pour bien la visualiser, ajoutons un scénario concret à notre réflexion. Imaginons un manager de proximité. On va l'appeler Julien. D'accord pour Julien. Julien dirige une équipe marketing et un de ses collaborateurs lui signale un besoin impératif. Disons, une souris ergonomique spécifique et un logiciel de dictée vocale pour un trouble musculo-squelettique sévère. Dans l'ancien modèle, le modèle de l'intégration au cas par cas, Julien est livré à lui-même. Complètement isolé. Il veut bien faire, il est plein d'empathie, mais il n'a aucune procédure. Il va passer des heures à contacter les RH, qui vont le renvoyer vers la médecine du travail, qui va mettre 2 mois à répondre. Pour ensuite devoir batailler avec les achats pour un budget non prévu. Exactement. Pendant ces mois d'attente, Julien s'épuise en démarches qui ne sont pas son cœur de métier, et son collaborateur continue de souffrir en ayant la sensation d'être un fardeau. C'est un désastre.
En revanche, dans l'approche systémique de HandiRef, l'entreprise a anticipé. Il y a un catalogue approuvé, une ligne budgétaire dédiée au maintien dans l'emploi et un processus en 3 clics. C'est fluide. Julien valide la demande en 5 minutes, le collaborateur reçoit son matériel, il se sent valorisé et peut travailler efficacement. Le contraste est saisissant. Si on relie ça à la situation globale, on réalise à quel point l'approche préconisée par le bootcamp HandiRef est extrêmement protectrice pour l'encadrement intermédiaire. En mettant fin au cas par cas, l'entreprise retire un poids faramineux des épaules d'un seul individu. La charge mentale ne repose plus sur le manager isolé. C'est ça. Le manager n'a plus à jouer à l'assistant social ou à l'expert médical improvisé. Il s'appuie sereinement sur une mécanique institutionnelle. Alors qu'est-ce que tout ça signifie-t-il ? À l'issue de cette exploration, quel est véritablement l'objectif final visé par cette première semaine de formation ? Le module 2 propose de consolider tout ça avec le défi éclair numéro 12 qui demande de définir l'inclusion de la manière la plus aboutie possible pour avoir le mot de la fin sur ce chapitre théorique. La conclusion définitive, c'est que l'inclusion, c'est pas une action coup de poing éphémère. C'est pas une simple obligation juridique qu'on subit avec agacement. C'est une stratégie. C'est une démarche d'amélioration continue, intimement intégrée à la stratégie globale de développement de l'entreprise. C'est une façon de diriger et de piloter la performance sur le long terme. C'est donc une évolution permanente, une nouvelle hygiène organisationnelle et surtout pas un projet ponctuel qu'on archive dans un tiroir. C'est l'essence même d'une politique pérenne, et cela soulève une question importante, qui assure une transition parfaite avec la suite du programme de HandiRef. Laquelle ? Comment passe-t-on de cette noble compréhension théorique à l'analyse des besoins réels sur le terrain ? Parce que, concrètement, comment on identifie avec précision ce qui dysfonctionne dans l'environnement, sans se tromper de diagnostic ? Et si on regarde la progression du bootcamp, c'est très précisément l'objectif des modules qui vont suivre. En ayant fermement intégré, grâce à ce module 2, que le handicap est le résultat d'une situation inadaptée, l'apprenant est enfin prêt. Il a chaussé les bonnes lunettes. Il est prêt à observer le travail réel. À dialoguer avec les équipes et à préparer des solutions concrètes sans stigmatiser la personne. HandiRef a structuré ce début de parcours pour nettoyer les préjugés avant de passer à l'action opérationnelle. On ne peut pas appliquer de bonnes solutions si on part d'un mauvais postulat. En guise de grande synthèse finale pour notre analyse du jour, on peut retenir que l'impact de ce module 2 réside dans une formule puissante. On ne répare plus l'humain, on répare le système. C'est la fin du diktat du moule standard, on s'engage dans la construction d'espaces professionnels suffisamment flexibles pour permettre à chaque compétence de s'exprimer à son plus haut niveau. Et avant de nous quitter, je me permettrai d'offrir une ultime réflexion un peu provocatrice à notre audience. Je t'en prie. Si le principe de l'inclusion consiste à remettre constamment en question la rigidité de ce moule standard, à améliorer l'ergonomie et la flexibilité pour compenser un obstacle, cette démarche, elle finit par produire un résultat global inattendu. C'est-à-dire ? Ne crée-t-on pas, in fine, un espace de travail beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus sain et infiniment plus performant pour absolument tous les collaborateurs, qu'ils soient ou non en situation de handicap ? Ah oui, c'est évident. Des outils numériques plus lisibles diminuent la fatigue visuelle de tous. Des horaires repensés offrent un meilleur équilibre à chacun. Au bout du compte, l'inclusion des uns ne serait-elle pas tout simplement le moteur du confort et de la performance de tous ? Il y a matière à repenser nos modèles. C'est une réflexion particulièrement profonde qui donne une dimension véritablement universelle au concept d'inclusion. Ça dépasse largement le cadre strict du handicap. Merci d'avoir suivi cette exploration approfondie du module 2 de la semaine 1 du Bootcamp HandiRef. C'était passionnant. Nous espérons que cette analyse fournira de précieuses clés de lecture pour repenser le monde du travail. Il y a de quoi nourrir durablement les réflexions de toutes les personnes à l'écoute. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de la connaissance.